Cube Radio. Salut, c'est Brigitte Noël. Je suis en compagnie de Félix Séguin. Félix, avant de commencer l'épisode, je pense que tu as quelque chose à nous raconter. Il faut absolument pas manquer le grand reportage de notre bureau d'enquête qui s'appelle aussi Narcos PQ, une version télé si tu veux. Un reportage qui nous a amenés au cœur de la guerre des cartels dans l'État de Guerrero au Mexique, qui nous a amenés voir des anciens de la DEA à Washington, D.C., qui nous a aussi fait tourner plein d'entrevues à Montréal qui vont vous faire comprendre la narcoculture. Je vous conseille de ne pas le manquer. Vous pouvez regarder le grand reportage Narcos PQ qui est disponible en exclusivité sur Club Illico dès aujourd'hui. Cet épisode traite de sujets qui pourraient choquer certaines personnes. Soyez-en avertis. La dernière fois où on a effectué une saisie aussi importante d'héroïne, ça remonte à 2014. Alors, nouvelle saisie de drogue. 80 000 doses d'héroïne. Cette présence accrue de fentanyl. Les cartels de la drogue mexicains sont très bien implantés à Montréal. Je m'appelle Brigitte Noël, je suis journaliste au bureau d'enquête de Québecor. Et moi, je m'appelle Félix Séguin, puis je suis journaliste au même endroit. Saviez-vous que le Québec est la terre d'accueil de plusieurs des plus gros trafiquants de la planète? Savez-vous qui ils sont? Narcos, PQ. C'est là qu'on va les découvrir. L'épisode d'aujourd'hui se penche sur les gangs de rue, un groupe incontournable dans l'univers du narcotrafic. Ces groupes sont un peu comme les travailleurs de première ligne du monde interlope. Ce sont eux qui gèrent le commerce des stupéfiants au niveau de la rue, entre autres. Mais gangs de rue, ça veut dire plusieurs choses. Selon notre ministère de Sécurité publique, qui sur son site web a dessiné un beau schéma, il y a 3 paliers de gangs de rue. Il y a la bande de jeunes, ça c'est comme un petit groupe d'adolescents qui ont des comportements antisociaux ou criminels. Il y a le gang émergent qui commence à s'organiser, à devenir plus violent. Et finalement, il y a le gang majeur. Donc, les gangs qui jouent plus dans la violence, qui se mêlent avec le crime organisé, qui sont plus organisés. Donc, ça prend plusieurs formes. Bon, les gangs de rue au Québec, d'abord, ça commence à Montréal, à peu près dans les années 80. Les autorités surveillaient ça de près parce que c'était un phénomène qui était nouveau pour eux, qui était importé notamment des gangs américains, si tu veux, des gangs de la côte est américaine, de la côte ouest à Los Angeles. Et nouveau pour eux parce que les gangs avaient recours à beaucoup de violence, utilisaient des armes. Bon, à Montréal, il y a eu plusieurs gangs quand même à cette époque-là. Il y a eu des punks. Il y a eu des skins, on en voit plus ou moins maintenant, mais surtout les Crips et les Bloods et d'autres gangs qu'on appelle aussi des crews en fait. Il y en a qui s'occupent de vendre de la drogue, il y en a qui s'occupent des règlements de compte aussi, d'autres qui ont recours à l'intimidation par la violence et beaucoup, malheureusement, qui s'adonnent à la traite de personnes. Hein. Ça, c'est la prostitution, c'est les fugueuses qui tombent dans leurs griffes. Et il y en a qui font juste flâner, finalement, puis que c'est un peu une porte de sortie pour sortir, justement, de la misère de la rue. Aujourd'hui, on va donc explorer quelques volets de ce phénomène-là en parlant à 3 personnes. Donc, on a trouvé 2 ex-membres de gangs de rue qui ont accepté de nous parler. Puis eux, ils ont travaillé pour différents paliers de gangs. Alors, on a une ancienne boss de ce qu'on qualifierait d'un gang de jeunes, un ancien boss d'un gang émergent. Mais il faut comprendre que, tu sais, les gros durs de gangs majeurs, ceux qui font les manchettes, ils sont très difficiles d'accès et on n'a pas réussi à les convaincre de nous parler. Mais pour comprendre ce qui se passe à ce niveau-là, on va plutôt parler à un de nos collègues qui est un expert du domaine, un spécialiste dans le monde du crime organisé, le journaliste Éric Thibault, qui est au Journal de Montréal. Ce qui est clair, c'est que peut-être que les gangs de rue, ils se contentaient des miettes quand ils sont arrivés, là, il y a une trentaine d'années. Puis là, c'est plus les miettes, là. Ils ont le repas 3 services, là. Ce qu'on veut comprendre avec tous ces témoignages, en fait, c'est la place de ces différents gangs de rue sur l'échiquier du narcotrafic québécois.
Notre première entrevue est avec une jeune femme qu'on a appelée Sonia. C'est pas son vrai nom, mais elle a demandé à ce qu'on protège son identité. Parce que même si elle est passée à autre chose, même si elle était juste dans un des gangs qu'on qualifierait du premier palier de bande de jeunes, mais elle veut plus être associée à ce monde-là. Ça lui a fait trop de mal. Donc, on a changé son nom et on a changé sa voix. Sonia était dans un petit gang de rue itinérant à Montréal. Elle vendait du speed et du pot à Berry-UQAM, la station de métro au centre-ville. Moi, ça me fascine encore. Si vous êtes déjà passé par le centre-ville de Montréal, peut-être que vous aussi, à la station Berry-UQAM particulièrement, on se fait toujours offrir de la drogue. C'est encore comme ça en 2019. Hash, pot, mescaline. Hein? Alors, et probablement que si vous avez déjà été témoin de ça, si ça vous est déjà arrivé, en tout cas, ben c'est probablement qu'il y a un membre de gang de rue qui est en arrière de toute cette affaire-là. On va aussi entendre l'histoire de Denis Blanchette, qui est un homme de Hull qui a passé 15 ans à diriger un gang de rue dans la région de l'Outaouais. Ici, on parle d'un groupe de plusieurs dizaines de personnes, jusqu'à 90 parfois, qui s'adonnaient à la vente de cocaïne et de hash, un groupe qui se tournait occasionnellement vers la violence, qui a fini par faire affaire avec le crime organisé, parce que c'est comme un peu obligatoire dans certains contextes. Bon, l'histoire de Denis, de Sonia, ça date d'il y a quelques années. Denis, lui, sa période d'activité, c'était les années 90. Sonia, au début des années 2000. Donc, compte ça comme tu veux, là, ça fait 20 ans. Bon, ces deux personnes-là qu'on rencontre, elles sont passées à autre chose. Elles veulent faire, disons, le bien dans le monde, ce qui est tout relatif des fois. Donc, leur expérience ne sont pas contemporaines avec la réalité des gangs de rue qui sont plus chevronnés, mais en regardant comment ça commence leur expérience, on est un peu plus en mesure de regarder où on s'en va avec le phénomène des gangs de rue. Donc, pour commencer, je pense qu'on va établir l'importance des gangs de rue majeures dans le commerce de drogue au Québec. Et pour ça, on cède la parole à mon partner, Éric Thibault. Évidemment, quand ils sont arrivés, les gangs de rue, ils ont essayé de faire leur place, faire un peu de la concurrence, mais ils essayaient surtout d'être un peu souverains là, sur leur territoire. Alors, oui, ils vendaient des stupéfiants, mais ils étaient, on peut dire, un peu au bout de la chaîne alimentaire, si on peut dire. Là, ils occupaient un rôle plus de vendeurs de rue à l'opposé du distributeur ou de responsable de l'approvisionnement ou d'importateur. Au niveau des drogues qui étaient vendues par les gangs de rue qui faisaient du trafic, eux autres, on leur laissait le trafic du crack. Là, faut préciser qu'Éric, il nous parle d'il y a quelques décennies, parce que ce monde-là a beaucoup changé, surtout dans les 10 dernières années. En ces années-là, comme c'était la priorité numéro 1 de la police, on appelait les gangs par leur nom. Il y en avait 25-30, il y avait 1250 membres. Il y avait les groupes, les gangs d'origine haïtienne qui sont séparés en deux, les Bleus ou les Crips, qui sont principalement dans Saint-Michel. Ensuite, il y avait les Bloods ou les Rouges ou les Beaux gars qui sont principalement à Montréal-Nord. Il y avait, c'était très, très volatile, c'était très explosif. Il y avait des guerres de territoire. Il n'y avait pas juste les gangs d'origine haïtienne. Il y avait également des gangs d'origine jamaïcaine dans l'ouest de la ville de Montréal. Entre Jamaïcains, on avait des conflits entre ce qu'on appelait le Uptown, qui était Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, et Downtown, qui était la petite Bourgogne, le sud-ouest. Alors, il n'y avait pas une semaine qui se passait sans que ça se tire dessus. Les gangs de rue sont passés de factions divisées, ennemies, à des groupes partenaires, même alliés, en affaires. Ils sont passés de joueurs marginaux qu'ils étaient à l'époque où les motards et surtout la mafia italienne avaient le haut du pavé. Et maintenant, ils sont des joueurs que la police de Montréal qualifie d'indélogeables. Ils ne sont plus marginaux, ils jouent un rôle important sur le terrain.
Et ils font des affaires avec les motards, avec la mafia. Et surtout, ils ne se tirent plus dessus. Ça fait 3 ans. Le dernier meurtre relié à un conflit entre gangs de rue à Montréal, selon la police. Selon le SPVM, ça remonte à 2016. Alors, on a déjà eu des années où on en avait 12, 14 par année, puis là, ça fait 3 ans qu'on n'en a pas eu. Éric nous a expliqué comment, tranquillement, les gangs de rue majeures ont tissé des partenariats avec les motards. Le nom à retenir dans tout ça, le joueur principal, c'est un dénommé Gregory Woolley, qui est en prison maintenant, mais dans ce temps-là, il était un membre des Bleus, d'un gang de rue, puis il est devenu le premier noir à être consacré membre en règle des Hells Angels, qui est quand même un sacré coup parce que, vous le savez peut-être, les Hells ont des liens avec des groupes de suprématie blanche. Donc, son histoire à lui, on va s'en tenir à ça, mais ça pourrait être sa propre série de podcasts. C'est vraiment un récit extraordinaire, mais on gardera ça pour une autre fois. Pour tout vous résumer ça de façon très, très rapide, Woolley arrive et réussit à allier son gang de bleus avec les Hells Angels. Pendant ce temps, les rouges s'allient au Rock Machine, t'as des super groupes motards, gang de rue, et éventuellement, Woolley réussit à allier les rouges et les bleus. Tout le monde arrête de se tirer dessus, et ça nous amène au portrait actuel des gangs de rue à Montréal. Le partenariat d'affaires, c'est pas compliqué, c'est tout le monde travaille ensemble. Les gangs de rue travaillent avec les motards, qui travaillent avec la mafia italienne, qui travaillent avec la pègre asiatique, avec la pègre d'origine moyenne-orientale, d'origine grecque. Tout le monde a son morceau du gâteau. Ben, évidemment, le gâteau, c'est le marché criminel. En général. Selon ma recherche, selon la recherche en général qui existe sur ce domaine, la majorité des membres de gangs de rue se tournent vers cet univers par besoin d'appartenance. C'est vraiment un des éléments principaux. Pour certains, ça va pas bien à la maison ou ils veulent se sortir d'une certaine précarité. C'est un peu comme ça que ça commence pour Sonia. Je l'ai rencontrée la première fois, il y a quelques mois, chez elle. Entrez! Allô? Yo, Brigitte! Ça va? Ça va bien, toi? Ouais, ça c'est Jackie. L'ancienne boss du gang de la station de métro Berry-UQAM n'habite plus dans la région de Montréal. Aujourd'hui, elle a une vie très tranquille. Elle habite à quelques heures de la métropole et elle n'est plus du tout impliquée dans cet univers. Oui, ça fait partie des inconvénients d'avoir un dossier criminel. Tu sais, quand tu loues un appartement, là, check, là. Ok, tu sais, Puis ils disent carrément non? Ben non, tu sais, que j'ai genre, vente de drogue, trafic de stupéfiants, puis tout ça, là. Puisque ma mère n'était pas une personne riche, on habitait dans un quartier un peu plus défavorisé, donc on a côtoyé des gens qui étaient défavorisés. Les parents étaient défavorisés. Et moi et mes amis, on pouvait voir des règlements de compte ou des parents qui consommaient, mais tu sais, on était jeunes, on comprenait pas vraiment c'était quoi. Donc pour nous, c'était cool d'être sous, d'être gelé, puis de voir pas ma mère nécessairement, ni mon père, mais les parents des autres vivre la misère. École secondaire, tu sais, le besoin encore d'appartenance, ça commence de même. Au début, tu sais, on côtoyait des adolescents un petit peu plus vieux que nous autres qui vendaient de la drogue. Fait que nous autres, en vieillissant, en consommant, c'est toujours plus facile d'en vendre parce que ça coûte plus rien, dans le fond, de consommer. Puis la deuxième personne que j'ai rencontrée, Denis, lui était boss à Ottawa. Il gérait un plus gros gang que Sonia. Lui avait entre 30 et 90 personnes sous lui. Puis lui, il consommait pas. Ben, éventuellement, il a cessé de consommer ce qu'il vendait parce qu'il y avait trop de pouvoir. Puis, tu sais, là, quand tu deviens boss à ce niveau-là, il faut que tu sois plus responsable et donc tu cesses ta consommation. Bon, OK. Testing. OK, dis-moi encore, qu'est-ce que tu mets sur ton soin? Piment vert, oignon, mayonnaise, pickles. Lui, je suis allée le rencontrer à Ottawa. On s'est donné rendez-vous dans un restaurant Subway qui était jadis le quartier général de ces opérations criminelles.
Fait que où est-ce qu'on est en ce moment? Ici, on est au Subway, sur Dalhousie. Anciennement, le restaurant chez Tony Restaurant. Puis quand c'était Tony Restaurant, qu'est-ce que ça représentait pour toi? Ben ici, c'était un lieu de rassemblement pour les gangs, puis les consommateurs, puis on se tenait tout ça. Ça ressemblait à quoi? C'est quoi? Ben, Qu'est-ce qui se passait? ben, quand tu avais besoin de quelque chose, peu importe l'heure, la nuit, le jour, tu passais ici, puis tu avais différentes gangs. C'était tous des coins. Tu avais une gang dans un coin, il y avait comme telle sorte, comme de la coke, des affaires de même dans un autre coin, mais c'était du hash, du pot, des affaires de même. OK. Fait que c'était tout séparé dans les restaurants ici. C'était contrôlé de même pendant une couple d'années. En quelle année, à peu près? Les années 90. 90 jusqu'à 95, à peu près. Toi, il y avait quoi dans ton coin? Nous autres, c'était pas mal la coke, puis le hash. Je vais laisser Denis nous raconter son début de parcours parce que je pense que c'est important pour nous aider à comprendre d'où il vient, comment il fonctionne. Mais je vous avertis qu'il n'a vraiment pas eu la vie facile. On parle d'inceste, de violence, d'intimidation, de pauvreté. L'extrait qui suit est donc très perturbant. Commençons par le début. Qui es-tu, d'où viens-tu et comment es-tu arrivé ici? Okay, ben, mon nom, c'est Denis Blanchette. Je viens de Hull. Je viens d'un quartier démuni, d'une famille consommateur de drogue et d'alcool extrême. Puis jusqu'à l'âge de 8 ans, j'étais un enfant pas mal enjoué, j'aimais la vie. Puis j'ai fait face à l'intimidation pour la première fois avec mon grand-père. J'ai été abusé sexuellement par mon grand-père. Mais avant les abus sexuels, c'était des volets puis des affaires de même. Fait que c'est pour ça que ça a commencé avec une intimidation. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment de DPJ, puis il n'y avait pas vraiment grand monde qui parlait. C'était pas comme aujourd'hui. C'était assez spécial. C'était bien caché, puis moi, je parlais pas, là. J'étais écrasé, j'avais peur. Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait, parce que le monde était supposé me protéger, mais... Ouais, t'as 8 ans, t'as 9 ans. Ouais, c'est ça, ils sont en train de me démolir, puis à cause de la famille, mais j'ai pas eu d'amis, j'ai pas eu grand-chose. Le monde autour de moi, j'avais pas le droit de me tenir avec les autres, parce qu'à cause de ma famille, fait que c'est une famille vulnérable. J'avais de la misère à l'accepter, puis regarde, j'étais un petit calice, là, tu sais. En sérieux, là, je faisais des coups de cochon partout parce que plus que le monde me rejetait, plus que je tenais encore plus négatif, puis à l'école, c'était la même affaire. Jusqu'à l'âge de 16 ans, j'ai fait intimider partout. J'ai passé des 45 minutes dans les bins à garbage, enfermé dans les casiers. Donc, une famille complètement fuckée, de l'intimidation. On dirait que c'est des conditions sine qua non pour certaines personnes afin qu'ils intègrent des gangs. C'est souvent ça qu'on voit. Quels sont les facteurs bien précis qui rendent ces personnes-là vulnérables à se joindre aux gangs de rue? C'est à Éric Thibault qu'on le demande. Ce qu'on voit souvent là, à la suite d'enquêtes policières ou même des spécialistes, des études, des criminologues et tout ça, ce sont des jeunes qui veulent se sortir de la pauvreté. Alors, c'est une façon, évidemment, de faire de l'argent rapidement et plus facilement, peut-être. Ça revient toujours un peu à ça, c'est se sortir de la pauvreté, puis vouloir faire de l'argent, puis évidemment acquérir un certain pouvoir, un certain standing. Peu importe là, dans quelle voie, là, dans quel marché criminel on va aller, là, ultimement, c'est souvent ça qui est à la base là, de leur entrée dans des gangs de rue. Pour retourner à l'histoire de Denis, qui à ce moment-là est vraiment en quête de famille, il arrive de Hull, dans les rues d'Ottawa. Il a 16 ans, il est perdu, il est vulnérable, vraiment un enfant brisé. Au début, il est encore une proie facile, il se fait tabasser, même dans la rue, il est abusé. Mais éventuellement, il se fait de gros amis toughs. C'est des gens plus vieux qui lui offrent de la protection. Mais en échange, il doit se mêler à leurs activités pas très légales, pas très catholiques. Ils m'ont tout montré, ils m'ont montré à me défendre. Les autres, ils ont vu le potentiel que j'avais. Ben, moi, j'ai pas vraiment été à l'école. J'ai été jusqu'en 6e année, j'étais fort à l'école. J'ai fini quand j'ai retourné aux adultes, j'ai fini avec 96 en maths. J'ai une grosse force en maths. Fait que les autres, ils ont vu mon potentiel. Fait que moi, en arrière de ça, quand on a commencé à créer nos gangs de rue, moi, je dirigeais tout au complet, je montais tous les plans, puis moi, j'avais pas le droit de consommer parce que dans ce temps-là, là, j'étais rendu peut-être à 17 ans et demi.
Puis eux autres, c'est des gros consommateurs. Puis eux autres, il y avait comme 30-40 ans. Eux autres sont à déjà assez vieux. Puis fait que les autres, ils voulaient pas que je me fasse la face comme eux autres, que je finisse comme eux autres. Fait que les autres, ils me protégeaient. Puis fait que c'est la première fois que je goûtais à la force puis au pouvoir. Toute ma vie, je m'ai fait intimider. Fait que j'ai parti fou dans la rue. Là. Je savais que j'avais des goons en arrière de moi. Fait que j'ai devenu comme l'image de ma famille. Fait que j'ai détruit des vies. Puis il y a eu bien des affaires que j'ai faites que pas fier, mais c'était une survie aussi en même temps. Puis, Moi, il m'a raconté ça. J'ai tout de suite pensé qu'il s'était sûrement fait exploiter par ces hommes-là, mais lui, il ne voit vraiment pas ça comme ça. Avec le recul, est-ce que tu sens que tu as été instrumentalisé par ces deux goonies-là qui t'ont recruté? Non. S'il m'a réussi, il n'aurait pas tout fait ce qu'ils ont fait pour moi. C'est la première fois que j'avais de l'importance. C'est la première fois que le monde aimait ce que je faisais. J'ai tout le temps été écrasé. Puis, je me fait tout le temps taire. Fait que toutes les fois que je le disais de quoi, il me faisait fermer. Fait que... Ce qui est fascinant puis triste en même temps, c'est que c'est vraiment des... Dans son cas, dans le cas de Denis, c'était vraiment un kid quand il s'est fait amener là-dedans. C'est le cas de plusieurs, c'est des enfants, tu sais. Ouais. Puis ils se font tranquillement des suck you in. Ouais, ils sont faciles à influencer. Ils sont faciles à influencer. Mais c'est de l'exploitation, hein? Mais c'est ça. Ben, c'est ça. Alors, toi, tu penses que c'est de la protection, mais au fond, c'est de l'exploitation. Parce que les boss de ces gangs-là t'exploitent. Ben, aujourd'hui, je sais pas comment ces jeunes-là sont recrutés, mais bon, je sais qu'à une certaine époque, quand effectivement là, c'était un petit peu la guerre là, entre les gangs de rue, les jeunes étaient naturellement embrigadés là, par les gangs. Si tu vivais à Montréal-Nord, ben c'est clair, là, tu t'allais pas là habillé en bleu. Il y a des jeunes qui se sont fait tuer juste parce qu'ils sont arrivés dans le mauvais quartier avec la mauvaise couleur. Là. Oui, il y a eu du recrutement qui se sont fait dans des cours d'école. Ça s'est fait. Je sais pas si c'est encore le cas. Si tu fais partie d'un gang de rue, souvent c'est parce que peut-être que avant d'avoir eu 18 ans, là, t'avais des prédispositions où tu voulais rentrer là-dedans, tu regardais ces gars-là, puis tu te disais, moi, je veux faire comme eux autres. Il y en a, là, tu sais, il y a un spécialiste des gangs qui s'appelle Harry Delva, que j'ai interviewé, moi, pour le journal au mois de janvier. Ça fait 25 ans, 30 ans qu'il travaille dans le quartier Saint-Michel, là, il fait de la prévention, puis tout ça, puis il me dit, un gars comme Grégory Woolley, là, c'est un peu une icône, là, c'est un peu un modèle là, pour plusieurs jeunes qui veulent ultimement devenir comme ce gars-là. Alors, dans ce temps-là, c'est pas difficile de recruter cette jeune main-d'œuvre-là. Le problème, c'est que, évidemment, ces jeunes-là, on leur confie des tâches qui sont pas préparées. En fait, il y a peu de gens qui sont préparés à faire un meurtre, à exécuter un contrat de meurtre, mais on a vu, moi j'en ai couvert là, à quelques reprises, là, des jeunes de 17, 18, 19 ans qui arrivent, puis on leur a confié d'aller tirer un motard ou un mafioso, puis évidemment, ils n'ont pas l'expérience, ils sont pas des pros, alors ils vont laisser plein d'indices, ils vont se faire filmer sur des caméras, ils vont laisser des empreintes, ils vont prendre un véhicule qui va être identifié ou dont des témoins vont prendre le numéro de plaque, puis les laisser les refiler à la police, puis ils vont se faire arrêter tout de suite. Alors, dans ce temps-là, le rêve s'éteint assez rapidement parce que il y en a un certain nombre qui purgent des peines à perpétuité parce qu'ils ont été condamnés là, dans des affaires de meurtre. Mais bon, j'imagine que la tentation doit être forte et quand t'as pas eu de chance, quand t'es jeune, pas d'argent, t'es encore mineur, il faut que tu travailles pour t'occuper de la famille parce que papa est déjà en dedans, en prison, puis maman, 5, 6 frères et sœurs à faire vivre. C'est souvent comme ça que ces gens-là tombent dans les gangs de rue comme ça. Là. Puis évidemment,
c'est pas tout le monde qui vont s'élever au rang d'un Grégory Woolley. Là. Il y en a des dizaines et des dizaines d'autres dont on n'entend pas parler ou dont on entend parler seulement parce qu'ils se sont fait pincer par la police, puis on les voit dans le journal. Pour Sonia, c'était vraiment plus un cercle social. Pour elle, la vente de stupéfiants, c'était comme une activité dans laquelle elle et ses amis sont tombés. Ils vendaient pour consommer. C'est des adolescents qui font le party. Mais de fil en aiguille, c'est devenu comme une entreprise. Elle faisait du réseautage, elle a grimpé les échelons, elle est devenue boss. Puis après, ben là, c'était juste qu'on consommait tellement beaucoup que, dans le fond, on s'est mis à en vendre. C'était pour le fun au début. On s'en foutait un peu. C'était juste, on dépend de nos amis. Puis là, de plus en plus, ben là, moi, j'avais d'autres amis, des amis avec des scooters, des amis qui avaient des permis de conduire. Fait que là, ça a commencé à être gros. Fil en aiguille, quand j'ai eu mes 18 ans, ben là, j'avais le droit de sortir, clubber. Puis bon, je fréquentais pas mal de bars puis de clubs. Fait que là, vendre un peu avant les clubs. Bon, puis fil en aiguille. Tu vendais quoi? Je vendais du speed puis du pot. Là. Ça a jamais été vraiment plus que ça. À un moment donné, ben, je suis tombé dans la rue parce que j'avais fait des choix, puis ma mère était tannée de me voir dans la consommation, fait que je suis parti. Puis quand je suis tombé dans la rue, ben là, je me suis mis à aller traîner à Berry. La plupart des gens qui ont connu la rue finissent par faire un tour dans ce petit coin-là, qui est dans le fond 3 coins de rue, mais 3 coins de rue qui changent une vie parce que tu deviens accro à ces coins de rue-là. Et puis là, moi je voulais continuer à... Tu sais, c'est la seule chose que je connaissais. J'avais lâché l'école. Fait que j'ai décidé d'aller essayer de me faire engager là-bas. Puis je me suis mis à vendre de la drogue là-bas. Puis là, comme Mais je pense que la question, c'est engagé par qui? Ben, c'est ça, t'arrives là-bas, il y a du monde qui vendent. Tu sais, dans le temps, c'est plus de même. À Star, c'est vraiment n'importe quoi, là, n'importe qui arrive. Bon, mais avant, c'était vraiment setupé. T'avais un gars qui était le boss, qui fournissait. Puis là, t'avais un BR, qui est un boss de rue, que lui te protège pendant que tu vends la drogue. Puis t'avais les runners en bas de l'échelle, qui, eux, dans le fond, font la job sale de salir leur visage, tu sais. Dans le fond, on se fait un schéma d'un processus de recrutement qui n'existe pas toujours, parce que si t'es un consommateur, puis ben tu flânes au mauvais endroit, au mauvais moment, où t'es habitué dans les bas quartiers de la ville, tu peux rencontrer quelqu'un qui va juste t'amener vers ça. C'est pas un processus d'endoctrinement puis d'enrôlement qui est très clair puis qui est très défini. Là. C'est ça, c'est pas toujours évident. Puis des fois, tu te retrouves... Mais comme Sonia, on dirait c'était un peu comme malgré elle, là, tout à coup, être le boss d'un gang de rue, puis c'est juste qu'elle contrôle son groupe d'amis. Fait qu'elle, puisqu'elle consommait ce qu'elle vendait, puisqu'elle vendait pour consommer, elle était pas là-dedans pour le cash. T'sais, elle faisait pas beaucoup d'argent puis elle a pas mis grand-chose de côté. Elle, c'était vraiment pour le rush. Fait que, comment tu te sentais d'être la boss? Ben, c'est sûr que c'est cool, le pouvoir, là. Ben, c'était cool, le pouvoir. Tu sais, t'as quand même une influence sur tout ce qui se passe. Puis le sentiment de respect que moi, dans le fond... tu sais, parce que j'étais pas une vendeuse trou de cul, tu sais. J'étais pas genre, oui, je jouais à ça, mais j'aidais tout le monde dans la rue. Tu sais, j'étais le genre de vendeuse boss qui arrivait avec des beignes pour tous ses employés, genre, qui achetait des trucs à ses vendeurs, puis des mitaines, puis qui louait des hôtels, tu sais. Je pense que à travers avoir fait le mal, j'ai réussi à faire quand même un peu de bien, tu sais. C'est bizarre, là, d'une même, là. Mais oui, mais le pouvoir, c'est sûr, c'est du pouvoir, mais le pouvoir, il est là, mais tu peux le perdre le lendemain, là. Fait que t'en profites, tu sais, tu vis ta journée, puis t'essayes d'être... Moi, dans mon cas, en tout cas, j'essayais d'être le plus cool avec tout le monde. Puis, tu sais, je te mens pas, là, oui, il y en a qui ont mangé des claques quand tu me volais ou, tu sais, t'essayais de prendre ma place. J'ai eu un gun sur la tête, là, tu sais, parce que... Justement, j'étais un boss, puis que là, l'autre, il voulait ma place. Fait que là, en tout cas, là, il m'a sorti un gun. Fait que moi, j'ai dit, ben, vas-y, mon chum. Puis là, tu sais, finalement, ça s'est pas arrivé, mais tu sais, ça aurait pu. Là, j'aurais pu mourir souvent, là. Puis j'ai été chanceuse que je me suis jamais fait battre, je me suis jamais fait violer, je me suis jamais fait voler dans mes poches non plus. Là, quand tout le monde travaille pour toi, mais là, c'est le stress. Puis, bon, après un mois, tu sais, tout le monde finit par se faire arrêter, là. Je veux dire, c'est pas... Fait que tu rentres là-dedans en sachant que... Ah ouais, c'est sûr. Mais tu vois tes amis se faire arrêter à côté de toi, puis toi, tu continues à côté. Pendant que ton ami se fait arrêter, toi, t'es en train de faire une vente à droite, là.
Tu sais, moi, je consommais tellement, puis les gens avec qui je travaillais consommaient tellement que on s'en colissait, là. Tu sais, c'était comme, c'était de l'argent. Puis l'argent que tu faisais, tu l'as dépensé, puis le lendemain, tu recommençais à zéro. Ah ouais? Donc, tu fais zéro profit parce que t'es dans la rue, puis t'es tellement pogné dans l'engrenage de, si tu t'en vas du coin de rue, tu vas perdre de l'argent que tu restes là. Fait qu'au bout de la ligne, tu vas, mettons, tu te loues un hôtel, mettons à 50 piastres, ou des fois à 100 piastres, parce que quand que les festivals l'été, pis tout ça, c'est les chambres, ils montent, puis tu sais, bon, le monde aime bien profiter de la situation. Fait que là, tu te ramasses que finalement, tu sais, pis là, faut que tu repayes ta load. Tu sais, t'as vendu, mais là, faut que tu repayes pour en avoir d'autres, mais là, t'es jamais sûr de tout revendre, parce que il peut arriver n'importe quoi, il peut mouiller, il peut avoir une descente de police, il peut avoir une autre gang de rue qui débarque. Fait que, finalement, c'est un genre de job incertaine, là. Ouais, mais ça. C'était vraiment comme plus un trip. Le quotidien de Denis, lui, était un peu plus organisé que celui de Sonia. Voici comment ça se passait. C'était comment le feeling de recevoir la drogue pour la première fois? C'était élevé. J'étais Christmas et nerfs, mais... moi, j'étais nerveux, mais pas une nervosité de même, je sais pas. C'est une bonne question parce que... oui, excité, puis... parce que c'était un coup. Là, non, c'est beaucoup de cash. En même temps, mais... je le croyais pas non plus, tu sais. Mais tout est en train de monter en règle, comme en compte, là, toutes les affaires que j'ai pensées, que j'ai montées, qu'est-ce que je leur parlais. Fait que là, on était rendu là. Fait que là, quand on est arrivé là, mais là, c'était rendu... on a loué une maison, ben pas une maison, une chambre. Dans ce temps-là, nous, on appelait ça Rideau Cockroach Chapel. C'est Rideau Chapel, je sais pas si c'est vrai, mais là, regarde, c'était dégueulasse là-dedans. Là. Chapel à quelle hauteur? On était au 10e étage. Okay. Je te dis, à un moment donné, on a ouvert les portes, là, puis tout bougeait là-dedans. Là. Ouais, c'est dégueulasse. Mais nous autres, c'est là qu'on cachait notre stock. Parce que nous autres, personne ne va aller fouiller là. Ah non, puis pas rien que ça, c'est que ça, c'était une place pour scammer des chèques d'aide sociale. Parce que tout le monde a retiré leur chèque d'aide sociale là, mais ils ne couchaient pas là. Parce que, regarde, c'était plein que tu t'es réveillé dans l'autre chambre le lendemain matin. non, c'est dégueulasse. On se rendait là à 6-7 heures le matin. On commençait à préparer les affaires. Chris, il préparait comme les baguilles de coke, il préparait toutes les affaires. On splittait tout avec les noms, mais comme on avait tous des nicknames dans la rue. Donc, le groupe de Denis s'était tissé des liens avec le crime organisé parce que pour lui, c'était devenu obligatoire pour bien fonctionner. Il avait créé ces liens-là avec d'autres gangs de rue plus importants à Ottawa, puis ensuite avec des fournisseurs à Montréal, des gens qu'il n'a pas voulu me nommer parce qu'ils sont encore actifs. Il a aussi entraîné sa mère là-dedans, une vraie opération familiale, et c'est elle qui, incognito, aidait les employés de Denis à organiser la vente de drogue. Ma mère a travaillé, j'ai fait travailler ma mère dans la rue, c'était la personne principale après moi, dans le fond. À part de mes deux autres chums. Là. Mais ma mère, c'est elle qui distribuait tout le stock dans les rues, c'est elle qui se promenait. Puis, parce que qui distribuait le stock? Ben, nous autres, on voulait avoir quelqu'un qui était neutre, puis quelqu'un qui avait pas de l'air louche. Puis, tu sais, parce que quelqu'un qui se promène avec des tatous, puis peu importe où il y a l'itinéraire, il se fait coller tout de suite. Ici, tu t'effrayais, tu te fais coller toutes les 5 minutes. Ta mère, elle a accepté de faire ça? Oui, ma mère a tout le temps... je consommais de la coke avec ma mère quand j'étais jeune. On l'a pas eu facile. Ma mère n'a pas été appris non plus. Fait que on l'a appris comme qu'on l'a eu. Puis ma mère a consommé, je consommais avec. Fait que quand on l'a landé ici, ma mère, c'est parce que ma mère m'a tout le temps suivi dans peu importe ce que j'ai fait. Ma mère... peu importe ce que... Ma mère, elle va se casser pour me sortir dans le dedans. Ou, dans ce temps-là, ma mère aussi, elle vendait de la coke dans ce temps-là. Ouais. Ça, c'est un autre gang de Gatineau. Dans ce temps-là, ils vont malonner, puis ils sont fait buster. Fait que tu vendais combien par semaine, à peu près? Ben, d'un début au commencement, on vendait quasiment une centaine de grammes par semaine. De chaque, à peu près. Les environs. Là. De chaque, la coke? Oui, chaque. À peu près une centaine chaque. Là. C'était un average. Là. Des fois, c'était plus, des fois, c'était moins. Là. Mais en dernier, on faisait des 50 000 piastres par semaine. Chaque, comme ça roulait ici. Juste en avant des hébergements des sans-abri, c'est les sans-abri, premièrement. Ça, c'était les numéros 1, parce que les autres, déjà là, quand ils commencent à fronter, mais ils commencent à sauver des billes, toute l'équipe, mais ils commencent à donner leur chèque. Fait qu'à tous les mois, ils donnent son chèque. Fait que les autres, ils vivent juste là-dessus, puis ça, direct, eux autres, c'est une grosse clientèle, ça paraît pas, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas rien, mais ils vont tout faire pour en avoir. Ils vont aller faire du squeegee, ils vont aller faire n'importe quoi, dans n'importe quoi.
Donc, la clientèle de Sonia à Berry-UQAM, c'était quel genre de profil? Elle m'a dit que c'était assez varié. C'était qui ta clientèle? Ah, c'était n'importe qui, là, pour vrai. Des messieurs qui finissaient de travailler, du monde qui clubait, du monde bien normal, là. Je veux dire, qui fume pas du pot aujourd'hui, là. Tu sais, moi, j'en fume plus, là. Mais, tu sais, c'est normal. C'était pas... tu sais, oui, t'as tout le temps la classe de rue, tu sais. Parce que quand t'es à Berry, il y a la classe rue, puis t'as le monde qui passe, qui sort du métro, là. Ça n'a pas de l'air des drogués, mais ils vont triper un soir, ils s'en vont sortir au club. C'est plus ce genre de clientèle-là, où j'ai eu de la clientèle super riche qui arrivait en char, tu sais, belle auto, puis tout ça. Puis c'était du monde comme toi puis moi, là. Alors, donc, j'imagine la clientèle dont Sonia vient de nous parler, mais j'imagine que le modèle d'affaires est assez différent aussi pour des gangs plus sérieux. Ça ressemble à quoi, à ce niveau-là? Toi, Éric, as-tu quelque chose à dire là-dessus? Ou... Alors, il n'y a jamais eu de chiffre d'affaires. Il n'y a jamais eu de... Ils n'ont pas dit, voici combien d'argent les gangs de rue font par semaine ou par mois ou par année là, avec le trafic de cocaïne. Mais assurément, c'est des millions par année. Puis, ils vendent pas juste de la cocaïne. Ils vendent encore du crack. Ils vendent... Il y a des gangs qui vendent... Il y a des membres de gangs qui ont été arrêtés parce qu'ils vendaient des drogues de synthèse et même de l'héroïne. Alors, c'est un petit peu de tout, là. Évidemment, bon, c'est pas exclusif aux stupéfiants, là. On le sait, les gangs de rue sont également associés à la fraude, au proxénétisme, à la prostitution juvénile, l'extorsion, il y a de la violence, de la collecte de dettes, etc. C'est ça, il y en a un petit peu pour tout le monde. Les gangs de rue sont dans les bars, comme les motards sont dans les bars, comme... En fait, les motards, les employés, les subalternes des motards. Les motards ne touchent... Les motards touchent plus vraiment... Ils se salissent pas les mains, là, ils sont à un autre niveau, là, mais... C'est pas clair, c'est pas délimité là, de façon claire qui fait quoi dans le crime organisé. L'important, là, dans le crime organisé, c'est tu touches pas à mon territoire. Ça, ici, t'es chez nous. C'est moi qui vends ici. Puis, faut que tu payes ton 10% aux Hells Angels parce que, ultimement, c'est les Hells qui contrôlent tout le territoire, ou presque, au Québec. Qu'est-ce que tu vends? Ça, c'est un peu... c'est la loi du marché, là. C'est business, là. Si tu payes tes cotes aux Hells, puis si tu trouves un territoire qui n'est pas déjà pris par quelqu'un d'autre, tu peux faire des affaires. Puis les gangs de rue, ils ont pris des territoires. Ils ont acquis des territoires. Mais c'est difficile là, de s'avancer. Ce serait très aventureux là, de faire une map là, bien précise de qu'est-ce que les gangs de rue font puis où ils le font exactement. La question que je me suis toujours posée, mais je me doute un peu de la réponse, quand tu vis cette vie-là, quand tu fais ton argent dans ce mode de vie-là, si risqué, si exposé, dans le fond, est-ce que tu profites de ton cash, tu sais? Selon Denis, pas tant. On vivait dans le luxe pas mal. C'était fou. Là, on était tous bien habillés. Puis, la bonne bouffe. On mangeait tout le temps au restaurant. On était tout le temps rendus aussi à Montréal. Parce que... Comment c'était pour toi, ça, le fait que tu as grandi dans quand même la petite misère? Mais moi, franchement, c'est que... Tu sais, oui, dans ce temps-là, on vivait beaucoup avec l'argent de toute l'équipe, mais je m'ai pas senti comme d'en profiter. J'étais tellement pogné dans mes affaires, puis tellement dans... Pas dans le paranoïa, mais dans le... Ben, un peu de paranoïa, parce que avec, tu sais, il faut quand même que tu vois tout le temps ton dos. Tu sais, encore aujourd'hui, j'ai des réflexes. Je vais prendre l'autobus, je m'en vais tout le temps masser ta fête en arrière. Je suis pas capable de masser quand il y a du monde qui est dans mon dos. J'ai jamais trusté personne. Ça, c'est...
j'ai jamais été capable. Je vais dans un restaurant, je vais tout le temps essayer d'avoir une place en arrière. Faut faire sûr que je sois au mur. Ouais. J'aime pas ça, je me sens pas en confiance. Et si j'ai... Je sais pas, ça me manque depuis tantôt, je regarde partout, là. Ouais, parce que là, t'es juste ouais, c'est ça, dos à la justement. porte, Justement, puis... Je t'avertis. J'ai pas vraiment profité parce que j'étais tellement dans une bulle, j'étais tellement perdu dans ma noirceur, puis en même temps, j'avais... C'est quoi la noirceur? Ben, la noirceur de mes abus, de tout ça qui me transformait comme une force de mal. Il faut aussi parler du fait que c'est un monde qui peut devenir d'une violence inouïe en un claquement de doigts. Là. Oui, et Denis m'a raconté justement des moments de grande violence qu'il avait vécu. J'ai déjà poignardé un gars ici, ça c'est la première fois que j'en parle, mais... ouais, un gars dans un taxi, juste l'autre bord. Dans le temps-là, c'était le Burger King qui était à l'autre côté. Là. Et il a survécu? Oh oui, je l'ai pogné sans bras. Pourquoi? Il nous avait volé. Il s'avait sauvé, Il s'avait sauvé, puis il est rentré dans un taxi, puis moi, je courais assez vite, là, je suis petit, fait que j'étais capable de pogner à la porte, puis j'ai rentré dedans. C'est direct comme c'est une bague de même, là, puis c'est pas comme juste un mort de couteau, là. Puis, si tu peux le pogner de même, là, peut-être l'ennemi ouvert le nez, là. Ouais, je n'avais trop. Puis, non, regarde, ça, c'est comme un peu comme c'est des couveurs, mais... Ouais. Il a aussi été kidnappé et séquestré à Montréal pendant 1 mois par un gang rival qui voulait l'empêcher de témoigner dans le procès d'un des leurs. Un de ses amis, un ado de Vanier nommé Sylvain Leduc, a été assassiné pendant cette guerre de clans. Après avoir été libéré, il a tenté de se venger, mais ça s'est pas passé tel que prévu. Quand j'arrivais ici, ce soir-là, on s'est affiliés. J'ai mis acheter des armes, plein d'affaires. Moi, je m'étais acheté un 9 mm, on a acheté des couteaux, on avait des machettes, toutes sortes d'affaires. Puis, on était bien équipés. Puis, on est partis, toute la gang. On a fait un dernier party ce soir-là. Nous autres, pour moi, c'est mon dernier party parce que je m'en allais faire l'irréparable, dans le fond. Fait que ce soir-là... Tu allais être kamikaze, là. Oui, c'est sûr qu'on allait le faire. Là. Puis on débarque en haut du rideau, fait qu'on passe à travers le rideau pour s'en venir, puis on marche direct ici. Ouais. Puis en tournant rideau puis Kenneth World, mais en tournant, la SWAT nous attendait au coin. Fait que, Comment il savait? Ben, je sais pas, il y a quelqu'un qui va avoir stoulé ou il y a quelque chose. Est-ce que tu penses que vous étiez surveillé? Ah, sûrement. Parce que vous étiez important. Il y a ça, puis moi aussi, j'avais une grande gueule. Ben, à ce moment-là, quand ça s'est arrivé, je me fermais pas la gueule. Je disais tout ce que je pensais, puis j'étais tellement en crise, là. Puis, fait que, je m'ai fait arrêter, mais sérieux, aujourd'hui... Comme presque toutes les histoires de narcos, les choses se sont mal terminées pour Denis et pour Sonia. Relativement, parce que les deux sont vivants encore pour nous le raconter. Mais Denis m'a dit que 16 de ses amis étaient morts, surtout de surdose. Son petit frère avait été assassiné par un gang rival. Sonia, elle, a fini par être emprisonnée. Elle a fait une sentence surtout chez elle, mais elle a dû complètement réinventer sa vie. Puis, à un moment donné, la police m'a ramassé. Je me suis fait dénoncer par du monde proche de moi. Je me suis ramassé en prison. Puis, c'est ça. Ça fait dur en prison, là, pour vrai. Là. C'est vraiment pas cool. Là. T'as fait combien d'années en prison? J'ai pas fait tant d'années que ça. Moi, j'étais plus du in and out. Tu sais, moi, j'accumulais, mettons, je volais un peu. Je me faisais pogner. Ils me donnaient une promesse de comparaître. J'allais pas en cours. Fait que là, j'ai fait ça plein de fois. J'ai eu 26 dossiers. Quand que, finalement, j'ai dû passer en cours pour tout, puis là, j'ai pogné un an et demi de sursis à la maison sans pouvoir sortir. Là, ça a changé ma vie. Puis là, la seule affaire que, dans le fond, je pouvais faire, c'était aller à l'école. Fait que j'ai décidé d'aller à l'école. Puis après, finalement, je me suis repris en main tranquillement. Ils m'ont obligé à faire une thérapie. C'était tellement drôle parce que la madame m'a dit « T'as-tu arrêté de consommer? » Je disais oui, puis c'était pas vrai, là, tu sais, je veux dire. Ça m'a pris quand même un certain temps. La consommation, elle revient tout le temps. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu fasses vraiment ta décision de « Je veux plus consommer ». Quand même chanceuse d'avoir une sentence à domicile. Là. Faire de la prison chez vous, c'est moins pire. Éric, comment ça se termine d'habitude pour les membres de gangs de rue, là, habituellement, là, pour eux? Je veux pas... Je trouve ça un peu hasardeux là, pour moi là, de répondre à ça. Là. C'est quoi le destin là, d'un membre de gang de rue? Je pourrais dire que t'es assuré de te taper 10-15 ans de prison dans ta vie, alors que finalement,
Ça se peut que tu aies réussi à faire une coupe de millions, tu sais, puis c'est le prix à payer pour tes millions. Ça se peut que tu n'aies pas fait... t'aies même pas fait 1000 piastres, puis que t'es mort avec 6 balles dans le corps. Je sais pas, il y a 1000 façons, il y a 1000 destins possibles. Il y a des gens qui en sont sortis, qui donnent maintenant des cours de boxe, qui ont fondé des centres d'aide pour aider les jeunes à se sortir de là ou à pas aller dans les gangs. Il y a des centaines de destins possibles. C'est pas différent pour les gangs de rue que dans les motards ou la mafia. C'est à la base, c'est décider de faire une vie de criminel. Évidemment, avec tous les risques que ça comporte. Je dois dire que Sonia et Denis sont quand même relativement chanceux. Ils ont réussi à s'en sortir vivants. Et maintenant, ils aident les gens de leur communauté. Sonia ne consomme plus, elle est retournée à l'école, elle est devenue intervenante auprès de jeunes en difficulté. Et Denis, lui, s'est aussi réinventé de la même façon, je pense, c'est ça? Ouais, il parle dans les écoles, tu sais, il parle à des jeunes en difficulté lui aussi, il veut raconter son histoire pour que ça motive les gens à ne pas suivre ses pas. Est-ce que tu regrettes ces 15 années-là? Non. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est mes outils, c'est mon parcours qui m'aide à apporter de l'aide dans la société, puis à faire comprendre aux jeunes aussi de ne pas faire les mêmes gaffes que j'ai faites. Je dirais qu'il est presque reconnaissant maintenant pour ce que son parcours lui a amené. C'est drôle, on est allé se balader après notre conversation. On a marché sur la rue Rideau, qui est l'artère principale du centre-ville d'Ottawa, un peu leur rue Sainte-Catherine. C'est là qu'il faisait tous ses deals. Puis je lui ai demandé où il en est rendu maintenant. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas marché sur la rue Rideau. Ouais, hein? Ouais. On aurait passé par en arrière. Non, ah ouais, hein, c'est plus... OK, fait que c'est quoi un gang de rue pour toi? Un gang de rue, tu sais, c'est... Moi, je vois ça, c'est une famille. C'est une famille, mais c'est pas fait pour tout le monde. Normalement, une gang de rue, tu arrives ici parce que soit t'as pas de famille, soit 80% des cas qui sont dans les rues, c'est des abus sexuels. Souvent écrasés par le monde, sont rejetés de la société. Pas chanceux, hein? Ça, c'est Brian. Tu connais? Oui. OK, attends, je vais te reposer la question. Ah, OK, c'est trop de bruit, hein? Attends. T'as deux côtés là-dedans. T'as le positif et le négatif. Le côté positif là-dedans, c'est que c'est du monde qui a pas mal tout le même vécu. Soit des abus sexuels, soit de la violence dans leur famille, soit des gros problèmes de consommation. Puis ils finissent tous ensemble, puis on se comprend tous dans ce sentiment-là. Fait que ça devient comme une genre de famille qu'on se construit. Puis c'est que s'il arrive de quoi à une personne, mais c'est sûr que les autres vont être là pour le backer. Fait que c'est ça qui devient la gang, ça devient comme une famille. Mais c'est là que ça devient violent. C'est ça, mais c'est pas toujours. Parce que, oui, il y a toujours de la violence, comme qu'on dit, pour faire la paix. T'as pas le choix de faire la guerre. La semaine prochaine, à Narcos PQ, on parle à un narcotrafiquant devenu délateur qui a aussi réussi à être l'une des personnes impliquées dans la fin de la guerre des motards. Si vous aimez ce balado, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager sur vos réseaux sociaux. On vous invite aussi à nous laisser vos commentaires et à nous donner un maximum d'étoiles, préférablement 5. Vous pouvez aussi suivre le Bureau d'enquête de Québecor sur Facebook ou nous lire dans le Journal de Montréal. Animation et recherche, Félix Séguin et moi-même, Brigitte Noël. Mix sonore par Philippe Séguin, à ne pas confondre avec Félix Séguin. Réalisation et montage, Bastien Gagnon La France et Anne-Sophie Carpentier. La série Narcos PQ est une coproduction du Bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio.